Le wing foil évolue, les marques se multiplient, des nouveaux matériaux et des nouveaux systèmes de poignées arrivent. Donc pour mieux comprendre l'évolution des designs de wing et en particulier de la toute nouvelle F1 Strike V3, j'ai été à la source directement chez F1 rencontrer Raphaël Salles qui dans la suite de la vidéo va répondre à mes questions. Aujourd'hui, je vous emmène chez F1 rencontrer Raphaël Salles, un patron hyper passionné et surtout très investi dans le développement de ses produits. Nous allons donc parler de wing et notamment aussi de matériaux de wing et évidemment en particulier de la Strike V3 qui après de longs mois de développement est sur le point de sortir. Donc salut Raphaël, merci de me recevoir. Salut Erwan, bonjour à tous. Alors, on a suivi un petit peu à distance le développement de la Strike avec quelques infos qui sont sorties ou des photos qui étaient aussi très attendues puisque la Strike V2 avait un peu marqué l'année 2022. Je crois qu'on est sur le point de voir la Strike V3 un petit peu partout et dans les magasins après un développement très poussé. Et du coup, ce que je voulais te demander, la première chose, c'est à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette Strike V3 ? Alors, effectivement, on a beaucoup travaillé. On aime bien sortir les modèles quand ils sont prêts et pas parce que c'est la date. Donc c'est vrai que cette année, on a un peu débordé de 2-3 mois. On est un petit peu en retard. Mais on est très fiers du résultat et c'est ce qui compte. Et on est vendredi 7 avril et ils viennent d'arriver juste ce matin pour qu'on puisse les présenter. Donc c'est génial. On a commencé dans le développement de la V3 par trouver les matériaux qui était le plus spécifique à la pratique de la wing et à leur design. Donc, surtout pour le bord d'attaque, il y avait un gros besoin de trouver des nouveaux matériaux puisque quand on tient les deux poignées dans une wing, il y a tout le bord d'attaque qui a envie de se plier. Et on a commencé à travailler avec les matériaux de kite, mais ils n'étaient pas assez résistants pour la pratique de la wing. Donc on a trouvé un Dacron, c'est un polyester haute ténacité. On a pu travailler avec un fabricant taïwanais qui a tissé exactement ce qu'il nous fallait pour nos wings. On a fini avec un grammage idéal qui est à 178 grammes pour la partie centrale du bord d'attaque. Et on finit, au bout de 4 segments, on passe à 158 grammes sur les extrémités pour avoir la résistance au centre et une légèreté sur les extrémités et un petit peu de flex aussi parce qu'on aime bien que la wing travaille pour nous et se déforme en fonction des rafales. La latte centrale est elle en 158 grammes pour éviter de rajouter trop de poids. Donc la première chose dans notre développement, ça a été la conception de ce châssis avec les matériaux idéaux. C'est pas toujours facile parce que les fabricants de tissus, on n'est quand même pas des gros consommateurs de tissus par rapport à d'autres sports ou d'autres industries. Donc il faut les motiver à développer des choses spécifiques pour nous. Mais ça s'est très bien passé, on est très content du résultat. Au niveau du SPI, on avait développé un nouveau 66 grammes avec Teijin. Donc on a pu jouer entre le 52 grammes dans le corps de l'aile et 66 grammes vers le bord de fuite pour améliorer les déformations et le contrôle du profil vers le bord de fuite de la wing. Après avoir ce châssis qui était idéal, on a pu commencer à travailler sur la coupe et le design. Et alors du coup c'est tout de suite très technique sur les matériaux. Ça veut dire que l'impact des matériaux est si important que ça. Je veux dire, quand tu la tiens dans les bras, tu sens vraiment une différence énorme, même à profil égal. Parce qu'au début, du coup, vous avez testé avec la Strike V2, avec de nouveaux matériaux, et tu sentais vraiment une différence énorme. Exactement. À partir du printemps jusqu'au mois d'août 2022, on avait la Strike V2 et on testait les matériaux et on voyait de suite la différence. Comme on avait uniquement un Dacron de 150 grammes l'an dernier pour la V2, il y a des endroits où on mettait 2 couches. Genre le premier segment au centre, on avait 2 épaisseurs, donc on mettait 300. Et on s'est aperçu qu'avec un bon 178 grammes, en une couche, s'il était avec des fibres de meilleure qualité en plus, on gagnait du poids et beaucoup de gains de performance et de résistance aux déformations d'une wing. J'imagine en fait au début, donc, quand tu attaques le développement pour la V3,
tu te fixes un cahier des charges. Oui. C'était quoi la ligne de cahier des charges qui faisait que tu avais besoin de trouver des nouveaux matériaux? On a eu, pour deux raisons, la performance pure, mais aussi on a vu que sans les matériaux idéaux, on avait un vieillissement assez rapide des performances et de l'aile. Ouais. Donc les matériaux, le nouveau Dacron nous a permis qu'on appelle chez nous High-Tex, il faut toujours donner un nom aux matériaux, ouais. Il s'appelle High-Tex, nous a permis de gagner en performance, d'avoir moins de déformations, d'ouvrir des nouvelles portes au design. Et surtout, on a vu que les ailes elles avaient plus de durée de vie et de garder leurs performances plus longtemps. Du coup, vous êtes les seuls à utiliser ce tissu? Sur le 150 grammes, il est disponible pour tout le monde, mais le 178, on l'a développé et pour le moment, il est exclusif à F1. Après, au bout de 2 ou 3 saisons, normalement, les fabricants de tissus ils nous expliquent qu'ils ont développé quelque chose pour nous, mais qu'après, c'est pour le vendre au plus grand nombre. Donc, on aura peut-être pas l'exclusivité dans 2-3 ans, mais là, oui. Ok, alors donc, on poursuit sur la manière dont se déroule le développement. Donc, une fois que tu as trouvé les matériaux, qu'est-ce que tu as cherché à améliorer sur la Strike V2 dans le but de cette V3? Et puis, au final, comment? Alors, dans la recherche des matériaux, il y a l'aspect prix. Ouais. C'est vrai qu'on avait un catalogue de tissus très haut de gamme et très cher qui aurait pu faire le travail. Ouais. Mais je crois qu'on en avait parlé lors de nos précédentes interviews. Alula, Okipa et tout ça. Et j'ai vraiment tout fait pour trouver un tissu qui ne fasse pas exploser les prix. Donc on a fait des gros progrès en qualité, en performance, en durabilité sans faire exploser le prix. Et ça, c'était quand même dans le cahier des charges de départ. Ensuite, une fois qu'on a eu ce châssis qui était nouveau et dont on était très satisfait, on a commencé par analyser toutes les tensions qu'il y avait dans le corps de la voile. C'est vrai que la première année, on a fait des panneaux horizontaux, on a mis le tissu en suivant les panneaux horizontaux et puis la Swing V1 était née. On a très vite compris déjà sur la 6 mètres Swing V1 qu'il fallait mettre un panneau vertical le long du bord de fuite. Et là, on a attaqué toutes les coupes radiales, donc on a analysé le sens des tensions, ce qu'on appelle chez nous le sail engineering. Et on a commencé à tester comment faire la coupe radiale, par où passent les tensions, et ça nous a permis de mieux contrôler les déformations du creux dans les risées. Et on s'est aperçu que là aussi, on gagnait pas mal de performance. Donc si on regarde de près une wing, pour revenir au Dacron, on a le 178 pendant 4 segments, et au 5e segment et jusqu'au bout, on passe en 158 pour garder justement cette légèreté. Si on la retourne, donc au niveau coupe, on a séparé l'aile en 3 parties. Donc on voit que à l'avant, on a des coutures et des panneaux avec des coutures horizontales qui nous permettent de placer le profil idéal. Arrivé ici, on a une grande couture verticale qui sépare la partie avant du profil et l'arrière. Dans la partie centrale, on a placé beaucoup de coupes radiales pour vraiment que les tensions se diffusent parfaitement dans le profil et qu'on contrôle vraiment le creux. Et le bord de fuite, lui, reste vertical avec un tissu plus résistant, 66 grammes au lieu de 52 dans le centre. Quand on a placé ces longues coutures radiales, on s'est aperçu qu'elles pouvaient faire des cassures dans le profil. Donc on a utilisé les coutures en escalier que l'on avait déjà mis au point pour les bandits 2023, les Steger Sim. Donc gros travail. Et quand on a eu tout ça, on a pu commencer à travailler sur le dièdre, l'outline, l'envergure, l'allongement, la longueur de la latte centrale, le type de profil. Le vrai travail de design était arrivé un peu en deuxième partie de développement. Il y a beaucoup de changements justement sur tout ce qui est dimension de la wing. Tu parlais de l'outline, de la longueur de la latte centrale. On a commencé par vraiment contrôler notre profil. Ensuite, on s'est aperçu qu'on avait moins besoin de stabilité parce que l'aile était déjà très stable par son contrôle.
On a pu enlever du dièdre. Le dièdre, c'est la forme en vue de face où on avait beaucoup de dièdre. On a pu en enlever un petit peu de dièdre. Quand on enlève du dièdre, on gagne encore de la performance. Donc c'est toujours rentable si on ne perd pas la stabilité, soit en navigation, soit en free fly. C'est toujours intéressant d'en mettre le moins possible. Une fois qu'on a enlevé du dièdre, on a pu gagner du planning, gagner de la perf. On a pu enlever un peu d'envergure pour qu'on soit plus à l'aise et on ne soit pas obligé de naviguer les mains trop hautes. Donc chaque fois qu'on commence par toucher quelque chose, après il y a plein d'influences et on est obligé d'adapter l'aile à chaque nouvelle modification de design. C'était un Strike V3, c'est 73 protos de 5 mètres carrés. Ah oui. Et après 3-4 protos par surface. Donc, Ah oui. on fait... T'as battu le Oui, record. j'ai battu les records, ça a été l'enfer cette année parce qu'il y a eu la recherche des matériaux, la recherche de la coupe, et après il a fallu adapter le design à la coupe. Et à la fin, Erwan a disparu derrière la wing. On a tellement bien géré les tensions avec les mini radiales ici, les grandes radiales vers ici et les petites radiales du point d'écoute qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de tension dans cette zone, ce qui était bien pour contrôler le profil, mais un petit peu des plis. Donc on a rajouté un patch assez rigide à l'arrière qu'on appelle le load diffuseur pour vraiment cleaner le profil et enlever tous ces plis qui nous détruisaient un petit peu l'écoulement de l'air et qui nous diminuaient les performances. Et hop, je réapparais. Ouais. Et du coup, au niveau poids, parce que c'était toujours aussi un enjeu, et d'ailleurs un point super fort de la Strike V2, le poids, et notamment la répartition du poids. Le fait de rajouter des renforts comme ça à l'arrière, les diffuseurs, ça influence peut-être le poids aussi. Je sais pas comment vous avez géré ça. Je crois qu'on a pris 100 grammes et quelque chose, donc on a bien géré la chose. Mais il y a deux choses, le poids réel sur la balance quand on la pèse et les sensations. Et on s'est aperçu qu'en sensation, on avait toujours les mêmes sensations de légèreté. Le free fly, toutes les qualités de la V2 qui était vraiment un de ses avantages ont été conservés, voire améliorés même. J'ai envie de parler de la stabilité de la wing, parce qu'en fait, essayer pas mal de wing, je pense que vraiment des plus gros points forts de la Strike V2 par rapport aux autres, c'est sa stabilité en free fly. C'est quoi le secret que les autres ne percent pas? Je sais pas parce que je teste pas beaucoup de wing en fait. On arrive à en tester une ou deux, puis des fois il y a au plate, on fait pas vraiment du free fly. Mais il y a le poids dans les extrémités de l'aile. Et il y a beaucoup de designers dès la première année qui avaient fait des ailes très rectangulaires avec des bouts d'ailes assez larges. Et dès la swing, nous, on avait de suite fait les bouts d'ailes les plus petits avec les diamètres les plus fins. C'est vrai que quand on construit une aile avec des bouts d'ailes assez larges, on est obligé de mettre beaucoup de diamètre pour tenir le tissu. Et du coup, c'est une espèce de cercle vicieux où on fait que rajouter du poids. Et je pense que maintenant, quand on regarde toutes les wings, elles commencent plutôt à ressembler à une swing V1 que ce qu'on voyait au début sur les plans d'eau. On travaille beaucoup le vrillage et c'est une partie importante de la wing aussi. Si on rate le vrillage, on peut vraiment rater les performances, le cap, mais aussi la stabilité en free fly. Mais pour nous, c'est facile, on l'avait. Donc dès que Robert nous dessine quelque chose et on perd le free fly, on stoppe et on revient en arrière. C'est pas quelque chose qu'on doit chercher, donc c'est agréable. On parlait tout à l'heure du cahier des charges. Depuis le début, on a gardé la même ligne. C'est une aile ultra polyvalente, légère dans les mains, que ce soit la swing ou toutes les strikes. C'est un peu toujours le même cahier des charges. Et cette année, ce qu'on voulait, c'était gagner de la plage d'utilisation parce que c'est quelque chose qui est très important, surtout sur nos spots. Le vent, il change très vite à Montpellier, en Méditerranée. C'est pas comme un alisé qui est très stable toute la journée. Donc plage d'utilisation, performance, parce que ce qu'on aime quand on fait de la wing, c'est caper et revenir en free fly. Donc si on capte 2 fois plus vite, c'est quand même agréable. Et c'est vrai que la V3 au près,
c'est une machine de guerre face à la V2. Il n'y a aucune chance que quelqu'un puisse tirer un bord de près avec une V2 contre la V3. Très très gros progrès. Dans les sensations, ça se traduit comment? Alors, même au travers, quoi, globalement, ça tire à peu près pareil. Je sais pas, plus de marrière, moins de marrière. Comment? On a un petit peu plus d'efficacité au départ, au pumping, ce qui n'est pas négligeable et toujours bon à prendre parce que ça permet soit de mettre une aile plus petite, soit de choisir un flotteur plus petit aussi, moins de volume. Donc c'est cool de garder cette énorme qualité qu'on avait et de l'améliorer un peu en départ planning. En navigation, la stabilité mélangée à une vitesse, une perf au près impressionnante, mais avec du confort. C'est vraiment ce qui impressionne le plus tous ceux qui ont pu la toucher aujourd'hui. Ils sortent de l'eau et ils sont vraiment impressionnés d'être aussi à l'aise avec autant de perf et autant en confort. Au niveau de la pression, au plus on est 50-50 et au plus on préfère. On n'aime pas fatiguer avec une main arrière qui borde trop ou une main avant qui arrache trop. On en parlera après parce que je crois que tu avais une question sur les poignets, mais on a énormément rigidifié les poignets. On a 2 valves, une pour le bord d'attaque et une pour la latte. Comme ça, on peut mettre 9 PSI dans le bord d'attaque et 10 PSI dans la latte. Donc on contrôle mieux la pression de la latte et sa déformation. Tout a été fait pour mieux contrôler toutes les déformations de l'aile et du profil au service des performances et sans oublier le confort. Parce qu'au début, on avait gagné des performances, mais c'était un peu dur dans les bras. Il a fallu faire toute une phase de test où on a gardé les performances et amélioré le confort. Je vais rebondir sur les doubles valves entre la latte et le bord d'attaque. Tu disais 10 PSI dans la latte, 9 dans le bord d'attaque. Ça fait vraiment une différence? Oui, parce que quand on mettait 9 dans le bord d'attaque, on s'apercevait que quand on tirait sur la latte, il y avait de la pression qui voyageait entre les deux. Et c'était inconstant. Et entre 9 et 10, on s'est aperçu qu'on arrivait à réduire un petit peu le diamètre de la latte en mettant 10 PSI. Donc c'était quand même sympa d'avoir une latte. Elle a beaucoup réduit en diamètre par rapport à la V2, la latte centrale. Donc ça fait moins de poids, moins de traînée. Tous les grammes que l'on peut gagner à droite à gauche sont importants parce qu'on ne gagne pas à 500 grammes comme ça, mais on gagne 50 fois 10 grammes en fait. C'est un travail de fourmi le poids. Et après, l'autre sujet sensible, ce sont les poignets. Parce qu'on a vu les poignets rigides qui ont bien, on va dire, conquis le marché durant l'année dernière. J'imagine que ça a été une discussion quand même chez vous. Et au final, je vois pas de poignets rigides sur la V3, donc c'est qu'un autre choix a été fait. Est-ce que tu peux me parler de tout ça, d'expliquer le pourquoi, le comment et la réflexion là-dessus? Oui, on a jamais trop aimé avoir ces poignets rigides qui... Déjà, j'aime pas trop mettre des pièces en carbone dans du tissu. C'est toujours un petit peu dangereux de faire travailler les deux ensemble et de ne pas avoir l'un qui va abîmer l'autre. Il y a un gros enjeu de poids. Aussi, c'est un petit peu plus dangereux pour la planche et le rider d'avoir ces poignets rigides. On s'est aperçu aussi que souvent ça a obligé de bloquer le poignet dans une position et pas forcément tout le temps dans l'axe du bras et que certains pouvaient avoir des tendinites et d'autres non et que ça nous obligeait à avoir un design de latte qui fasse que les poignets soient dans l'axe des bras alors que nous on design la latte comme on veut et nos poignets s'adaptent. Donc il y avait pas mal d'arguments pour ne pas mettre des vrais poignets rigides en plastique. Mais beaucoup le poids aussi. C'est quand même beaucoup plus lourd de poignets que nos sangles. Mais il fallait les rigidifier. Donc on a travaillé sur la pièce plastique qui est cachée à l'intérieur de l'EVA et de la sangle de nos poignets. Et on a réussi à trouver le matériau idéal qui arrive à être rigide, se déformer assez pour suivre la forme de nos poignets. Et surtout trouver la machine à coudre à l'usine qui arriverait à le transpercer pour coudre le tout. Parce que on ne peut pas mettre n'importe quel plastique et arriver à le coudre. Donc là, le résultat, c'est quasi la même rigidité qu'une poignarde vraiment, mais sans tous les inconvénients. On est très content de
de la nouvelle formule. C'était marrant de prêter les derniers protos à notre entourage ou nos riders qui, au bout d'une heure, ils revenaient et ils disaient j'aime pas trop les nouvelles poignées rigides, et ils se demandaient s'il fallait pas qu'on fasse 2 versions. Et puis finalement, au bout d'un jour, on s'y habitue, et c'est même dur de revenir à nos anciennes poignées ensuite. C'est vrai qu'avec un peu de rigidité, en navigation tout droit, ça change rien, mais dans un tack, dans un jibe, on voit qu'on amène l'aile plus vers là où on veut. Donc ça aussi, c'est un bon progrès pour la V3. Et t'as pas été, il y a des solutions aussi qui existent, qui sont employées par certains, de poignées plus ou moins convertibles. Ça t'a pas tenté de tester, ou peut-être à tester? J'ai essayé, mais c'est compliqué en prod et c'est cher. On s'est vu avec des prix de poignées en carbone séparés qui étaient à plus de 100 euros. Donc, et ça compliquait un peu tous les systèmes. Et au niveau fiabilité, il nous faudrait faire des tests pendant 1 an pour être sûr que ça ne va pas détruire la latte, user notre dacron. C'est un processus long, tout ça. Long et risqué. Donc, vu qu'on est quand même assez pressé de sortir les nouveautés, d'innover, je ne voulais pas qu'on se rajoute du travail en plus, alors qu'on n'en a pas vraiment besoin. C'est ça surtout, c'est qu'au bout d'un moment, on se demande à quoi ça sert. Donc, pourquoi dépenser du temps et de l'énergie dans un aspect où on n'a pas grand-chose à gagner. Ouais. Après, tu connais mieux que moi le marché, il se des fois focalise sur des trucs visibles, comme les poignées rigides, c'est visible, et semi-rigides, c'est moins visible, ou les matériaux, nouveaux matériaux type Alula ou Kippa pour pas les citer. C'est pareil, c'est visible, un œil non averti voit tout de suite la différence. Comment tu gères ça, dans le sens où je sais que toi tu es passionné de produits de développement, donc tu veux pas faire un truc qui te corresponde pas et qui soit pas ce que toi tu veux rider, et en même temps il y a la pression du marché, en même temps il y a les pressions des coûts. Comment t'arbitres ça? C'est très facile, hein. Chez nous, c'est vraiment le produit qui doit parler et pas le marketing. On va pas faire une réunion dans les bureaux en disant qu'est-ce qu'on va mettre demain pour que tout le monde voit qu'on a fait quelque chose et qu'ils aient envie de l'acheter. Non, on fait des réunions pour savoir qu'est-ce qu'on améliore, comment on fait pour conserver des prix publics raisonnables. Donc on se pose pas trop la question, en fait. C'est pas... Si tous mes riders me disent il nous faut des poignées rigides, on fait des poignées rigides. Si personne en a besoin, on n'en fait pas, et on n'écoute pas forcément le marketing général. C'est tout simple, en fait. On fait les produits avec lesquels on a envie de naviguer, et après on essaye de les vendre. Si on s'est trompé, on s'est trompé, mais pour le moment ça va, on s'est pas trop trompé. Et surtout, on a cette force en wing qu'on n'a pas eu en kite, c'est que dès le début on a un peu pris de l'avance sur le marché. Et si on a 100 clients F1 qui ont des Strike V2, je vois très bien sur le terrain qu'ils achèteront jamais rien d'autre qu'une V3. C'est impressionnant, ça. Et même quand on parle sur la plage, on parle de Strike, de Swing, de Phantom, même plus d'F1. Les gens rentrent dans un magasin pour acheter une Phantom ou une Strike, et F1 c'est la marque après. Donc le produit a pris le pas et a pris sa propre image et son propre nom, et il n'y a plus besoin vraiment de faire une com énorme. Il suffit de fournir chaque année une amélioration, comme on l'a fait pendant 16 ou 17 ans sur la Bandit, sans changer de modèle. Donc la Strike, on a pris la bonne route au départ. À chaque rond-point, on prend la bonne sortie pour le moment. Donc il ne faut pas qu'on se trompe, il ne faut pas qu'on déçoive nos clients, il faut qu'on innove, et il faut qu'on reste un peu dans notre philosophie, sans changer. Le sport, qui est encore très jeune, il change finalement beaucoup, alors peut-être surtout pour l'élite. Comment est-ce que l'évolution du sport de haut niveau impacte ou pas le développement d'un produit qui est destiné au team, j'imagine, mais aussi surtout au grand public? On s'occupe d'abord du marché et après du team. Sauf s'il y a vraiment une urgence et qu'ils ont besoin de quelque chose pour gagner, et là on le fait en parallèle.
Mais c'est vraiment nos clients la priorité. Les foils ont quand même pas mal évolué aussi depuis le début de la wing, hein, mais en particulier depuis, allez, on va dire 1 an et demi, avec l'allongement des aspects ratios, des profils plus fins, etc. Est-ce que ça influence le développement d'une Strike V3? Oui, on fait très attention de ne pas utiliser des foils trop petits ou trop allongés quand on fait les tests. Oui. Et de la même façon, on ne prend pas tout le temps nos petites planches non plus. Ouais. Parce que quand on se retrouve avec une 5.5 ou même 5.10 et une 1600 ou un foil assez grand, il faut que la wing soit adaptée quand même à ce qu'il faut comme puissance pour soulever ce matériel, le faire partir au planning et le faire avancer. Donc en général, on reste en Phantom. Parce que Phantom S ou Phantom 1080, c'est le foil qui accélère pas trop, qui a un petit peu de traînée pour que l'aile soit obligée de le tirer, quoi. Donc oui, on fait attention. Et bien sûr, de temps en temps, on remonte sur une skate ou une Eagle. Et c'est vrai que là, avec le potentiel de vitesse de la V3 et le potentiel de vitesse de la nouvelle skate, plus une planche autour des 4.4, 4.6, 4.8, là c'est ceux qui ont pu essayer ce combo là récemment, parce qu'on a fini vraiment le développement des ailes il n'y a qu'un mois à peu près. Quand ils essayent nos foils, nos mâts, notre planche et la V3, c'est vraiment impressionnant, c'est top. Parce que du coup, les surfaces elles restent pareilles cette année? Oui, les surfaces restent pareilles, mais c'est vrai qu'on fait plus facilement des grands écarts maintenant. Ouais. On a eu un bon planning. Et lors des tests, on a pris des risées à 31, 32, 32 nœuds en 5 mètres. Ouais. Et il n'y a rien qui bougeait. Et c'était impressionnant de voir que dans ces vents-là, on est encore assez confort. Bien sûr, ça tire les bras, mais on n'est pas en difficulté. Ouais. Et on garde les perfs. On ne se retrouve pas avec un sac à dériver parce qu'on a pris une grosse risée. Parfait, merci beaucoup Raphaël pour toutes ces infos, c'est toujours hyper riche de s'entretenir avec toi et moi je suis content aussi de pouvoir partager ça avec vous, parce que moi j'ai la chance de venir là, mais Raph il peut pas accueillir tout le monde. Nous aussi on a la passion de faire des beaux produits, mais avec Julien, mon fils qui est maintenant quand même brand manager de Manera et de F1, on dit toujours que cette passion de créer, elle est bien si on la partage avec tout le monde. Et si tout le monde peut essayer ce qu'on a mis au point et est heureux de naviguer avec et se fait plaisir, ça fait partie du but de toute la marque. Merci encore, et puis à votre tour, n'hésitez pas à poursuivre la discussion en commentaire. À me dire si ce type de vidéo vous plaît, si vous voulez que j'en fasse d'autres avec Raph, avec d'autres designers. Moi j'aime beaucoup vos retours, donc voilà, sentez-vous libre. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner. Moi ce sont des éléments qui sont hyper importants pour moi, ça valorise mon travail et ça m'incite à continuer à faire plus de choses. Donc merci pour votre soutien et puis je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo. Bye bye.